Nous sommes à 3 jours de la célébration de la fête de l'indépendance au Burkina Faso. L'ambiance est celle des grands jours à Banfora, ville dont la physionomie a changé depuis quelques jours. C'est donc une belle fête en perspective comme vous allez le voir. Dans quelques instants, nous serons en duplex avec notre équipe sur place pour les actualités du 11 décembre dans la cité du Paysan Noir. Et justement, cette question, pourquoi Banfora est encore appelée la cité du paysan noir, d'où vient cette appellation que beaucoup utilisent à chaque jour? Les personnes ressources que nous avons rencontrées nous apprennent que tout serait commencé dans les années 30. La suite de l'histoire est à suivre dans le dossier de ce 20h. Actualité à l'étranger, la Grande-Bretagne a lancé ce mardi une campagne de vaccination de masse contre le Covid-19. Margaret Kennan est la première dans ce pays et dans le monde à recevoir la dose de vaccin. Une information qui vous sera développée en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Rendons-nous d'abord à la primature où le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'Institut Africa Solidaire. Cette structure a déployé des observateurs à travers le Burkina Faso pendant le double scrutin de novembre dernier. C'est donc le rapport préliminaire sur la tenue du scrutin que l'Institut Africa Solidaire a remis au Premier ministre Césaire Carrefour et Maxime Zongo. À l'instar de bien d'autres observateurs internationaux, l'Institut Africa Solidarité a déployé ses membres à travers le Burkina pour être témoin du déroulement du scrutin. 2 semaines après, l'Institut a produit un rapport préliminaire, un rapport que ses premiers responsables sont allés ce jour même remettre au chef du gouvernement. C'était une élection qui s'est bien déroulée, c'était une élection transparente. Nous avons sillonné au moins 110 bureaux de vote. Et vraiment, les élections se sont bien déroulées. Donc le Burkina Faso a montré au monde entier que c'est un pays démocratique. Une élection, ça après et en vain. Donc on continue toujours d'observer encore dans le pays. Étant le chef de mission, je suis resté pour observer un peu ce qui se passe. C'est après la proclamation de la Cour constitutionnelle qu'on aura le rapport définitif. De la campagne électorale à la proclamation provisoire des résultats en passant par le déroulement du scrutin, toutes les manifestations du processus ont été relevées et commentées dans ce rapport. En conclusion, le rapport indique que le processus s'est déroulé dans le strict respect des lois et règlements établis, toutes choses qui lui confèrent la crédibilité pour être acceptées par tous. Autre point de l'actualité ce soir est direction Banfora pour les nouvelles du 11 décembre. Nous prenons donc à la direction de la cité du Paysan Noir. Nous retrouvons en duplex à notre équipe sur place. Bonsoir, vous avez l'antenne. Voilà donc qui est si bien dit. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver depuis la cité du Paysan Noir. La ville de Banfora, depuis plus d'une semaine, vit au rythme des activités marquant la commémoration du 11 décembre et cela en prélude au jour J. À 72 heures de l'événement, nous avons fait le tour de la ville, du beau monde à l'espace de la foire, des techniciens qui s'activent sur l'aire du défilé où nous sommes présentement. Bref, c'est une belle commémoration qui se dessine et c'est ce que nous voyons dans ce constat que nous proposent Moussa Ouedraogo et Boukari Ouedraogo. À notre entrée dans la ville de Banfora, nous sommes accueillis par les couleurs nationales. La ville aborde ses plus beaux vêtements et du coup donne le ton du 11 décembre. La ville de Banfora est développée. Présentement, il n'y a pas de poussière, il y a goudron partout, il y a des lampadaires partout. Donc nous sommes contents du 11 décembre. Notre première escale, la foire du 11 décembre. Les allées commencent à recevoir du monde et Aïssata Kone, restauratrice avant l'heure de la grande affluence, s'attelle à préparer ses mets. On prépare riz soumala, thon, brochettes, poulet, poisson, frites à loco. Juste à côté d'elle se dressent des podiums géants qui feront pleurer les décibels en début d'après-midi. Un stand retient notre attention.
une longue file de personnes en attente pour l'établissement de leurs documents d'identification. Le tout se passe en présence des forces de défense et de sécurité qui défilent entre les stands et scrutent la moindre anomalie. De la foire, nous nous rendons à l'espace du défilé. Ici, la grande artillerie est déployée. Les couleurs de la fête sont annoncées. Pendant que les défilants se démobilisent à la fin de la répétition, nous rencontrons Siakatou, venu de Kiribina, à quelques encablures de là, pour prendre part à la fête. Bon, je suis content on descend là. C'est une bonne fête, bonne du courage, bonne chance. Bonne fête à tout à l'heure. Les jours passent et l'équipe de mise en place est à pied d'œuvre. L'équipe de décoration s'attelle à habiller les tribunes géantes qui vont abriter les officiels. Juste au pied des tribunes, les ingénieurs de son s'attellent, eux, au dernier bouclage, tout comme le génie militaire qui finalise les bandes blanches. L'équipe de la Sonabel est présente sur les lieux pour disponibiliser l'énergie là où besoin se fait sentir. Nous sommes actuellement en train de faire un branchement pour ceux de la presse. Nous venons donc de poser une grille pour eux. Nous avons même raccordé leur câble d'alimentation. Derrière ce beau monde, le petit commerce s'est développé, surtout les vendeuses d'eau et de boissons locales qu'on rencontre à chaque point du site. Je suis vraiment heureux parce que c'est quelque chose, c'est la première fois que ça se fait dans notre région. Donc je souhaite que ça se passe très bien. Banfora est en mouvement et aussi en lumière. Une lumière qui sera mise en orbite par le truchement de la télévision nationale qui pour l'occasion a mis en branle son bataillon pour bien évidemment être au cœur de l'événement. Et pour être plus complet justement, Boukari Ouedraogo, il faut dire aussi qu'il y a de la joie dans l'air à Banfora. Et pour plus ample information sur les préparatifs, nous sommes avec la gouverneure de la région des Cascades, Madame Joséphine Apiou-Koulara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes à 72 heures de l'événement. Est-ce qu'on peut dire que la ville de Banfora est fin prête? Oui, la ville de Banfora est prête pour accueillir les festivités du 11 décembre 2020. D'accord. Alors, on sait qu'il y a eu également des inquiétudes qui ont été suscitées par le retard occasionné au niveau donc de la livraison de certaines infrastructures. Est-ce que ce soir, on peut dire que ces inquiétudes sont levées? Oui, ces inquiétudes sont levées parce que les infrastructures ont été inaugurées par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale avec les autres ministres du gouvernement. En tout cas, la fête sera belle. Est-ce que toutes les infrastructures ont été livrées ou est-ce qu'il y a encore quelques-unes qui enregistrent un peu de retard? Pas trop de retard parce que nous avons les infrastructures vraiment indispensables pour le 11 décembre. Nous avons l'axe du défilé, la salle polyvalente, la place de la Nation. Donc vraiment, nous sommes prêts pour le 11 décembre. D'accord. Alors, c'est une période où Banfora enregistre en tout cas une forte affluence, vous le savez. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pris comme disposition pratique en matière de logistique surtout? Il y a les mesures sécuritaires qui sont prises et surtout l'observation des mesures barrières. En tout cas, la commission santé s'attelle pour que en tout cas, tout soit respecté. D'accord. Oui. Alors, on ne va pas être très long, à quelques heures de l'événement. Qu'est-ce que vous avez comme appel à lancer justement à l'endroit des fils et filles de la Cité du Paysan Noir pour en tout cas une participation massive à cette commémoration? Je souhaite une forte mobilisation des fils et filles de la région et surtout un accueil chaleureux, qu'ils soient hospitaliers et que cette fête soit inoubliable. D'accord. Alors, merci bien, Madame Kouara. Merci. Alors, merci à la gouverneure d'avoir répondu à notre invitation. Il faut noter également, parmi les activités liées à la commémoration, une exposition dénommée Salon des conservations des curiosités et des collections. Il se tient dans la toute première maison des jeunes, construite en 1957, tenez-vous bien, et oui. Grâce à ce salon, à Salifou Belem et à Sébastien Zongo, nous revisitons des documents historiques, la toute première œuvre littéraire ou encore des motocyclettes et voitures coloniales. Bienvenue au Salon des conservations, des curiosités et des collections à Banfora. Cette motocyclette de 119 ans
fait partie de la quinzaine qui attire les regards et suscite des souvenirs. Pourquoi l'engin m'a marqué? Parce que à mon entrée à la fonction publique, c'est la première moto que j'ai eue. La Babi décapotable et la 504 ministérielle font partie des voitures anciennes à découvrir. Le véhicule, ils avaient 20, mais il y a un que j'ai vendu, ça fait 3 jours aujourd'hui. Il y a un ami qui a payé ça à Ouaga. Et les motos, je dois avoir 75 motos comme ça. Tout est ancien, de 50 à 40 ans et plus que ça. De sincères félicitations au comité d'organisation du 11 décembre qui nous a permis de découvrir toutes ces merveilles qui constituent un pan de l'histoire du Burkina Faso. À découvrir aussi, parmi les documents historiques, les décrets de création de la colonie de Haute-Volta le 1er mars 1919, de sa dislocation et de sa reconstitution. L'un des tout premiers livres, même de l'Afrique de l'Ouest francophone et donc du Burkina, de l'ancêtre de sa littérature d'Indalopson, est là le secret des sorciers noirs. Si vous le prenez, au-delà du contenu instructif, c'est un élément aussi de curiosité. Faute d'attention, la première voiture qui a foulé le sol burkinabé se trouve hors du pays. Invite est faite de suivre l'exemple de cette dame venue offrir des objets de sa mère. C'est une manière pour moi de contribuer au développement de la culture chez nous et de maintenir le lien entre les jeunes générations et les générations passées. J'ai demandé au secrétariat permanent, désormais, chaque fois qu'il y a le 11 décembre, de faire en sorte que cette association puisse être appuyée pour la collecte des éléments, également pour l'exposition. Parce qu'ils font un très grand boulot et de façon bénévole. Je lance encore un appel à toutes les personnes qui ont des pièces qui peuvent constituer donc des éléments de l'histoire de notre pays, de bien vouloir saisir l'association. L'exposition sur les curiosités du Burkina Faso et de la région des Cascades est ouverte de 9h à 19h à la Maison des Jeunes de Banfora du 8 au 12 décembre. L'entrée est gratuite. La fête nationale, c'est aussi la période de forte affluence. Le moment est donc propice pour l'ONASER pour lancer sa 12e journée nationale sur la sécurité routière. Ce 8 décembre et en présence de plusieurs responsables, l'appel est lancé à la prise de conscience et à plus de responsabilité. Voyons les détails de la journée avec Roger Kam et Moumouni Soubeiga. Environ 9477 accidents en 2020 au Burkina Faso, dont plus de 6000 blessés et plus de 500 morts. Ces chiffres sont de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. À la présente cérémonie de lancement de la 12e édition de la Journée nationale de la sécurité routière, les autorités en charge de la question appellent à la conscience de tous. Que l'ensemble des acteurs, notamment les conducteurs, puissent comprendre que nous devons mieux nous comporter. Parce qu'une question de civisme. Voilà, donc c'est une question importante, une question... Parce que le coût humain dans notre pays des accidents de circulation est inacceptable. Le coût économique est inacceptable également. C'est pour ça que nous voulions que nous puissions repartir de bon pied. Et chaque année, nous le disons qu'il faut repartir. Mais à Banfora, nous sommes venus dans la cité du paysan pour le dire de manière beaucoup plus ferme. Mais je vais interpeller donc les citoyens, interpeller les Burkinabés sur la dimension dramatique que chaque jour l'insécurité routière amène dans notre pays. À Banfora, ville hôte de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina, on note pour la seule année 2020 plus de 202 accidents, dont environ 30 morts. Au cours de cette semaine, l'ONASER compte donc mouiller le maillot à travers des séances de sensibilisation. Banfora vient de bénéficier de nouvelles infrastructures routières et nous allons procéder à la matérialisation des panneaux d'indication. Nous avons déjà procédé en collaboration avec la société civile, la Procès Burkina au niveau de Banfora, à sensibiliser près de 1600 élèves. Nous avons des séances radiophoniques. Ensemble, évitons le drame. C'est le thème de la 12e édition de la Journée nationale de la sécurité routière. Le lancement sera suivi d'une conférence publique sur le thème. Et pour éviter le drame justement, nous vous invitons à plus de prudence sur l'axe Ouaga-Banfora qui connaît en ce moment un trafic dense avec plusieurs véhicules en panne égarés de part et d'autre de la chaussée.
Sur place également est menée une campagne contre la cybercriminalité, un phénomène qui prend de l'ampleur à la faveur des technologies de l'information et de la communication. Escroquerie, cyberattaque, piratage, atteinte à la dignité, bref, tout y passe. Pour se prémunir, première étape, avoir l'information. Et c'est ce pouvoir que donne à la population la brigade de lutte contre la cybercriminalité et la commission de l'informatique et des libertés. C'était à travers une conférence organisée ce 8 décembre, conférence résumée par Bernard Kumbelem et Isiaka Nana. Utilisation efficiente des technologies de l'information et de la communication pour un développement durable du Burkina Faso dans un contexte d'insécurité et de Covid-19, c'est la thématique au cœur de ce panel. Une conférence publique qui se veut surtout une tribune de sensibilisation des citoyens sur les menaces liées à la cybercriminalité, les manipulations inappropriées des données personnelles qui portent atteinte à la vie privée. Le monde du numérique aujourd'hui est plein de cybercriminels et ces cybercriminels passent toujours par l'usage des données personnelles des citoyens pour nous atteindre. Donc il faut sensibiliser les gens à de meilleurs comportements et leur faire connaître leurs droits et faire connaître aux responsables du traitement également leurs obligations en matière de traitement des données personnelles. Au Burkina Faso, le préjudice financier lié aux activités de la cybercriminalité est estimé à plus d'1 milliard par an selon le ministre de la Sécurité. Et ce panel devrait contribuer sans nul doute à prévenir les crimes et infractions commis à travers l'éthique. Comme vous savez, la naissance de ces nouvelles technologies ont engendré la naissance de nouvelles infractions et facilite même la commission des anciennes infractions que nous connaissons. Donc il est important que nos concitoyens sachent l'existence de ces dangers pour pouvoir s'en prévenir. À travers ce panel, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité et la Commission de l'informatique et des libertés entendent donc mutualiser leurs efforts pour lutter contre ces nouvelles menaces afin d'offrir aux utilisateurs d'éthique un meilleur cyberespace. Le 11 décembre, c'est aussi une ère de jeu dédiée aux tout-petits. 3 jours pour profiter d'une dizaine de jeux et se souvenir pour toujours de ce moment marquant. L'inauguration de l'espace a été faite le 7 décembre. Témoignage avec Moussa Ouedraogo et Oumou Sissé. 3 jours pour jouer ensemble en plein air, c'est le cadeau de la direction provinciale de l'éducation de la Comoé aux enfants de Banfoura. Cet espace de jeu situé au sein même de la direction propose une dizaine de jeux aux enfants. Et c'est le ministre en charge de l'éducation qui se sait en premier à ces différents jeux. L'idée est née du fait que lors des célébrations de la fête nationale, on a l'impression ou le sentiment que les enfants sont laissés à côté. Même si effectivement ils sont sollicités pour le défilé, la parade, mais pour les différentes autres activités, ces enfants-là ne sont pas en tout cas associés. Et c'est ainsi que l'idée est née, donc de créer un espace de jeu du 11 décembre pour les enfants. Et cet espace leur permettra de se souvenir aussi donc, de la célébration des festivités. En plus de ces différents jeux, les enfants de la ville de Banfoura pourront également s'essayer au conte. Et cela grâce à l'accompagnement des enseignants. La création de cet espace a été possible grâce au soutien financier de l'Onatel SA. Voilà, et pour être plus complet sur les informations relatives à la commémoration de la fête nationale, vous pourrez vous procurer ce numéro spécial de Sidoya, numéro spécial lié justement à la fête nationale. Vous pourrez y trouver des sujets relatifs aux grandes figures de la région et aux potentialités de la région. C'est au coût de 500 francs CFA. Voilà donc pour ce qui est de l'actualité du 11 décembre à Banfoura pour aujourd'hui. On vous retrouvera sans doute demain, si Dieu le veut, pour d'autres informations. Bonsoir.
Voilà, merci donc à toute l'équipe de la RTB déployée du côté de Banfora. Et dans la suite de ce journal, Banfora toujours, encore appelée affectueusement la cité du paysan noir. Nous sommes nombreux à utiliser cette appellation, mais que savons-nous réellement de son origine et de son auteur? Nous vous donnons les réponses à ce soir grâce à des personnes ressources rencontrées sur place dans la cité du paysan noir. Le dossier est signé Moussa Ouedraogo et Ahadi Sandamba. L'appellation « Cité du paysan noir » nous replonge dans l'histoire coloniale du Burkina Faso. C'est en se basant sur un écrit d'un administrateur colonial que les autorités du pays ont donc jugé bon d'attribuer ce nom à la ville de Banfora. La subdivision de Banfora était administrée par un administrateur colonial du nom de Robert de la Vignette. Et c'est ce dernier-là en tout cas qui a voulu, à travers un écrit qui est apparu donc en 1931, magnifie un peu le labeur des populations locales dans les travaux champêtres. En fait, c'est un document qui retraçait un peu le courage que les différentes populations démontraient en tout cas dans leurs activités quotidiennes au niveau donc de la région des Cascades. Et c'est ce document-là qui est baptisé donc le pays des paysans noirs, qui a donné donc son nom à la ville de Banfora. La culture va donc se charger de vulgariser le nom. Il y aura alors une pièce théâtrale et même un film sur la question. Il y a eu un film, Les paysans noirs, qui a été tourné à Banfora. Vous voyez, et sur les sociétés, c'est un film ethnographique, quelque chose comme ça, qui a été tourné à Banfora. Et ce film-là, si vous faites des recherches, vous allez trouver, il y en a eu, ils ont pu avoir une copie, même projeter ça, la cité des paysans noirs. Quand vous prenez un certain Lompolo Koné, qui a donc été le promoteur d'une pièce de théâtre au pays des paysans noirs, qui a été primé d'ailleurs en 1957, je crois, au grand concours théâtral de la WEF à Dakar. Donc c'est suite à ces différents essais en tout cas que le nom a fini par s'imposer. Banfora mérite cette appellation au regard de son potentiel agricole, foi de certains anciens de la cité du paysan noir. Cette zone est, du point de vue pédologique, du point de vue pluviométrie, c'est une zone d'agriculteurs, de cultivateurs, donc c'est vraiment les paysans, une zone de paysans. Donc vraiment c'était identifié, avant même Banfora, c'était le grenier de la Haute-Volta. On disait le grenier de la Haute-Volta. Qui dit le grenier, qui dit grenier, dit récolte, et qui dit récolte, dit cultivateur, on dit paysan. Dans la ville de Banfora, le symbole du paysan noir est là. C'est un monument qui trône à une intersection en plein centre-ville. Si vous voyez le rond-point même, la symbolique, le symbole est là. Il est là avec sa daba, sa tenue traditionnelle, c'est le pays. Donc c'est ça qui symbolise, parce qu'effectivement ici, les méthodes culturelles, c'est la terre. Le nom Banfora serait une déformation du mot local Guafo, selon les témoignages, et signifierait clairière en langue car, la langue de l'ethnie Karaboro. Fondée en 1903, Banfora est une ville cosmopolite, composée en majorité de Turka, de Karaboro, de Gouin et de Senufo. Retour à Ouagadougou pour les autres points de l'actualité. L'ambassadeur de l'Union européenne était en visite hier à l'unité de prise en charge du Covid-19 logée au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cette unité est en partie financée par l'Union européenne dans le cadre de sa participation à la riposte contre le Covid au Burkina. Et pour la visite, il avait à ses côtés la ministre de la Santé. Le point avec Rasmani Zoundi et Amadou Marcel Tou. L'Union européenne et l'État burkinabé sur le terrain de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ensemble, les deux délégations visitent leurs différentes réalisations au centre hospitalier universitaire de Bogodougou, notamment des salles d'isolement, une unité de prise en charge des urgences sanitaires et une salle d'hospitalisation entre autres. Ce sont les agents de santé qui ont vu comment on doit faire pour pouvoir prendre en charge les patients tout en protégeant les autres. Et cette vision a été traduite, concrétisée par l'accompagnement des partenaires techniques. Des infrastructures réalisées à Bogodougou, à Tengandougou et dans d'autres districts sanitaires, entièrement financées par l'Union européenne à hauteur de 2 milliards de francs CFA
pour mieux lutter contre la maladie au plan national. Je voudrais bien dire, comme nous sommes contents de pouvoir soutenir tous ces efforts, et nous espérons évidemment que ça soit utile et que nous pouvons même renforcer notre coopération dans le secteur santé en général. Cette visite a servi de cadre pour la ministre de la Santé et sa délégation de solliciter davantage de soutien afin de bouter cette pandémie hors du Burkina. Et parlant du Covid-19, la maladie a fortement impacté le système éducatif burkinabé en 2020. À cette situation s'ajoute la crise sécuritaire qui a occasionné la fermeture de plusieurs écoles. Et malgré ce contexte, les ONG et associations de développement qui interviennent dans le domaine de l'éducation ont continué leur assistance au secteur de l'éducation. Elles sont en concertation à Manga sur leur résilience face aux crises sécuritaires et sanitaires. L'ouverture des travaux avec Kwale Nebié et Fousseni Kindo. L'apport des interventions des ONG et associations de développement est significatif au développement de l'éducation au Burkina Faso. Avec la double crise sécuritaire et sanitaire, ces ONG et associations ont vu leurs activités ralentir, voire connaître des difficultés. Nos difficultés, nous les gérons avec nos partenaires. C'est donc à nous d'être suffisamment inventifs pour écrire des programmes, des projets, identifier des activités qui peuvent être intéressantes pour les partenaires sans nous obliger à recourir au financement de l'État, dont on sait d'ailleurs qu'ils sont insuffisants pour la plupart. En instituant un cadre de concertation entre ces ONG et associations de développement actives dans l'éducation et le ministère de l'Éducation nationale, le but est d'améliorer le partenariat avec le gouvernement burkinabé pour une meilleure efficacité des interventions. La rencontre de Manga souhaite alors développer des initiatives dans l'optique de contribuer à assurer la continuité éducative, même au prix de la résilience. Donc en 2020, la contribution s'élève à 5 milliards 139 751 881 francs CFA. Et ce montant est vraiment en baisse par rapport à celui de 2019 qui était de 6 milliards 526 millions. De 364 809 francs CFA. Durant 2 jours, ces participants vont donc avoir des échanges sur des thématiques diverses liées à cette résilience, mais surtout de formuler des recommandations et des propositions d'action. Et puis le secteur de l'éducation est actuellement confronté à un autre phénomène qui revient chaque année à la même période. Il s'agit des actes d'incivisme et de vandalisme dans plusieurs établissements à travers le pays. L'Union nationale des associations des parents d'élèves s'en inquiète et invite l'ensemble des acteurs du système éducatif à œuvrer pour mettre fin à cette situation. Nous écoutons son président Hector Ouedraogo au micro de Maxime Zongo. Nous avons été interpellé par plusieurs chefs d'établissement de la région du centre, mais également d'autres régions du Burkina Faso, par rapport au fait que des individus, essentiellement des jeunes encagoulés, pénètrent dans certains établissements publics et privés et perturbent des cours par des jets de pierre et également par des actes d'intimidation de nature à compromettre le bon déroulement de l'apprentissage, mais également des enseignements. En notre qualité de président de la fêtière des parents d'élèves et d'étudiants, nous sommes là pour interpeller les parents d'élèves, interpeller également les élèves, mais aussi tous les acteurs du système éducatif pour qu'ensemble nous mettions main dans la main pour enrayer ce phénomène d'incivisme mais aussi de vandalisme. Mais surtout interpeller les parents d'élèves afin que à la maison ils prennent des dispositions au regard donc de leurs enfants pour que cette situation qui est on ne peut plus difficile prennent fin pour que dans les établissements publics et privés, les cours se déroulent dans le calme, dans la quiétude, pour le bonheur donc de nos apprenants, de nos élèves.
Autre point de l'actualité, et nous découvrons à présent ce projet qui s'annonce au Burkina Faso et dont l'objectif est de lutter contre la faim et la malnutrition. Il s'agit du projet Initiative Main dans la Main, un projet qui a fait l'objet d'une signature d'accord entre le gouvernement burkinabé et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. L'accord a été signé ce matin et nous suivons le compte rendu de Alidou Badini et Ahadi Sandamba. Un montant d'environ 300 millions de francs CFA est octroyé au gouvernement burkinabé par la FAO en vue de lutter contre la faim et la malnutrition dans toutes ses formes. Avec un programme dénommé Initiative Main dans la Main, le projet a pour ambition d'accélérer la transformation structurelle de l'agriculture afin d'éliminer la pauvreté et la faim au Burkina Faso. Cette initiative consiste à pouvoir identifier les investissements structurants à faire d'ici 2030, mais également pouvoir mettre en place des stratégies pour permettre au Burkina Faso de pouvoir, de façon structurelle, développer son agriculture, à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté. Parmi 47 pays intéressés par le projet, seul le Burkina Faso a bénéficié de ce financement. Avec cette initiative, le gouvernement voudrait faire usage de l'intelligence artificielle pour mieux planifier, s'informer sur les endroits où il doit apporter des investissements avec potentiel de transformer le secteur rural, l'économie rurale. La réussite d'une telle initiative nécessite l'engagement de l'ensemble de tous les acteurs. Et pour ce faire, le partage d'informations ainsi que la mutualisation des ressources sont à privilégier. Et pendant ce temps, le programme des Nations Unies pour le développement procède à la revue annuelle de ses projets de programmes exécutés au Burkina Faso. À partir des résultats obtenus, le PNUD s'engage à jeter les bases des nouveaux partenariats avec le Burkina. Cela se fera à travers un référentiel en cours d'élaboration. La rencontre d'évaluation s'est déroulée hier à Ouagadougou. Le compte rendu de Maxime Zongo. Présent au Burkina à travers plusieurs projets et programmes, le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, accompagne notre pays dans ses efforts de développement. Au terme du programme 2018-2020, les acteurs se sont retrouvés pour tirer le bilan et jeter sur toutes les bases d'une nouvelle coopération. Le programme de coopération du PNUD est en phase avec son plan national de développement économique et social. C'est plus cela que cet exercice est très important pour la reddition des comptes et pour tous les ajustements qu'il faudrait faire pour plus d'efficacité dans la coopération avec ce partenaire qui est très important. Malgré un contexte particulièrement difficile, bien de projets et programmes ont été exécutés à la satisfaction des bénéficiaires. L'année 2020, malgré les difficultés que nous avons connues dans la mise en œuvre du programme, nous a permis davantage de répondre aux préoccupations des populations. Cette année a consacré l'installation des agents des Nations Unies dans les provinces avec les bureaux intégrés. Nous étions déjà présents, mais pas sous cette forme-là. Et cette présence intégrée nous a permis de nous rapprocher suffisamment des populations pour une réponse intégrée. La présente rencontre vise donc à faire le point sur la mise en œuvre du programme, toute chose qui va permettre d'apprécier les résultats et le niveau de la coopération atteint en 2020. C'est également une occasion pour échanger sur les difficultés rencontrées et de tirer les leçons afin de proposer de nouvelles solutions. Transparence et redevabilité dans la gestion des ressources minières au Burkina Faso, c'est ce que souhaite le réseau national anticorruption. Le RENLAC dénonce des irrégularités dans le secteur des mines et interpelle les autorités sur la question. Et c'est une question au centre d'une rencontre à laquelle participent des représentants du ministère des Mines, de la Chambre des Mines et de la société civile. Césaire Carrefour, Amadou Marcelto. De 9 milliards de francs CFA en 2009, le secteur minier a engendré environ 266 milliards de francs CFA en 2018, selon le réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Cependant, force est de constater un manque à gagner de plus de 550 milliards de francs CFA au budget de l'État. D'où le regard citoyen du réseau dans le secteur à cette 15e journée nationale du refus de la corruption. En l'espace de quelques années, le Burkina Faso est passé d'une mine à 8 mines et aujourd'hui à 17 mines.
Et le Burkina a connu ce qu'on appelle un boom minier. Mais malheureusement, l'or qui sort du sous-sol burkinabé semble s'envoler vers d'autres cieux sans profiter aux Burkinabés eux-mêmes qui en sont les vrais propriétaires. Et c'est dû à la corruption et aux mauvaises pratiques qui sévissent dans ce secteur. À travers donc ce forum, il s'agit pour le RELAC d'interpeller davantage les décideurs à faire du secteur minier un véritable fer de lance du développement au Burkina, quand on sait que les textes s'imposent difficilement aux autorités minières. Nous voulons, à travers une dizaine de communications, permettre au moins deux choses. Premièrement, que nous puissions bien explorer les problèmes du secteur que beaucoup de structures avant nous ont fait, dont l'Assemblée nationale par exemple, et aussi permettre à chaque acteur vraiment d'être conscient de sa responsabilité. Et pour que cette rencontre-là ne soit pas une rencontre de trop ou de plus. À terme, le RELAC plaide pour une transparence et une amélioration de la gouvernance pour réduire au mieux le vide juridique lié à l'exploitation minière au Burkina Faso. Actualité à l'étranger, Margaret Kinan, un nom qui fait la une des médias ce jour à travers le monde. Elle est la première personne à recevoir la dose de vaccin contre le Covid-19 et cela se passe en Grande-Bretagne, pays qui a lancé ce mardi une campagne de vaccination massive contre le nouveau coronavirus. Âgée de 90 ans, Margaret Kinan est la première patiente au monde à recevoir le vaccin développé par Pfizer-BioNTech. Les personnes vulnérables sont les premières concernées par la campagne de vaccination. Je dis aux gens, allez-y parce que c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour l'instant. Donc allez-y, faites-vous vacciner, voilà ce que je dis. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Avec plus de 61 000 morts, le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe par le coronavirus. Il est le premier pays occidental à avoir autorisé le déploiement du vaccin. Progressivement, ça va faire une grande différence, mais j'insiste, les choses se feront progressivement. Parce qu'on n'y est pas encore, nous n'avons pas encore battu ce virus et c'est important que les gens le comprennent. C'est incroyable de voir la campagne de vaccination débuter, de voir ces gens se faire vacciner, mais on ne peut pas se permettre de relâcher nos efforts maintenant. Les autorités espèrent vacciner d'ici au printemps les 9 catégories prioritaires de la population, notamment les plus de 50 ans, les soignants et les personnes à risque. Elles représentent 99% des décès. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.